Mesdames, Messieurs, vous avez bien fait de choisir Afro Web TV pour vous informer, surtout pour le décryptage de certaines informations essentielles. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Au micro et à la réalisation, Moïse Agbenigan. Au menu également donc de cette émission, nous irons pour parler donc des effets de la conférence nationale souveraine au Togo. Nous parlerons également des actions que mènent les acteurs politiques pour résoudre le problème du chômage au Togo. Pour ce, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés trois invités de marque qui nous honorent de leur présence et qui nous font la gentillesse d'accepter notre invitation. Alors, il s'agit bien évidemment donc Monsieur Ben Djagba, qui est un acteur politique et qui est également le Premier ministre de Monsieur Agbeome Kodjo, candidat malheureux aux élections présidentielles du 22 février 2020. Nous avons également donc Monsieur Classio Koutoglo, que nous recevons par Duplessis également. Il est administrateur de santé et business administration. Il est consultant et expert politique. Et nous aiderons également tous deux leaders d'opinion à débattre ce thème. Vous pouvez aussi contribuer avec vos idées sur le +1 319 462 89 119, où que vous soyez, vous pouvez nous appeler par WhatsApp. Vous pouvez également donc nous dire vos idées sur ces thèmes qui nous intéressent et qui intéressent beaucoup de Togolais. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous permettre aux invités également donc de saluer les auditeurs et puis les téléspectateurs. Cette émission sera rediffusée également sur le www.fmliberté.com. Vous nous suivez également sur le www.afrowebtv/live. Monsieur Ben, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse, je vais très bien, Bien, comme merci. un poisson dans l'eau. Tout juste une petite correction, d'ailleurs, c'est une grande erreur que vous venez de faire. Je suis le Premier ministre du gouvernement légitime du Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Agbeome a atomisé Faure Gnassingbé lors des élections du 22 février 2020, dont je suis le Premier ministre du gouvernement légitime. C'est vous qui le dites et on verra au cours de cette émission. Et bien évidemment, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Classio Koutoglo, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, le Premier ministre de Dr. Agbeome Kodjo et chers téléspectatrices et téléspectateurs. Je vous dis bonsoir et bonjour, cela dépend de l'endroit où vous êtes en ce moment. Merci à Monsieur Koutoglo également qui est avec nous aujourd'hui pour cette émission. Merci à tous d'être avec nous. Nous vous demanderons tout simplement de partager cette émission avec les uns et les autres pour étendre l'information, pour nous appeler également, copier juste le lien et partager avec vos amis par les réseaux sociaux, sur YouTube et également sur d'autres plateformes, comme vous savez le faire. Vous êtes sur Afro Web TV, et l'une des meilleures télévisions du côté de la diaspora. Et aujourd'hui, donc, cela fait exactement 30 ans que Monsieur Monseigneur Fanouko Kodjo a présidé également la conférence nationale au Togo, à Lomé, dans la mythique salle de la salle Fazao du 2 février, et ceci pendant 51 jours, dans le but de trouver plusieurs solutions auxquelles le Togo était confronté, et également pour le droit de l'homme et la liberté fondamentale, et beaucoup de choses, etc. Et aujourd'hui, donc, ma première question, c'est de savoir le bilan que vous faites 30 ans après cette conférence nationale souveraine du Togo. Monsieur Ben Djagba. Merci Moïse Beninou, merci pour votre chaîne qui fait un travail très efficace dans la diffusion des actualités politiques et sociales qui aujourd'hui ne font que mettre l'Afrique en arrière. D'ailleurs, je voudrais quand même, avant toute chose, saluer toutes les auditrices et les auditeurs, et en même temps vous donner un peu une historique de la conférence nationale. Donc,
Dans les années 90, vu l'écroulement du mur de Berlin, donc, qui a donné naissance au multipartisme, et dont l'Afrique devrait normalement profiter de cette opportunité. Toutefois, ça n'a pas été le cas. Et vous n'êtes pas sans savoir que bien avant la conférence nationale, le Togo avait un seul parti politique qui est le RPT, dont nous tous, nous étions membres. C'était l'unique parti. Et donc, dans les années 90, avec l'écroulement du mur de Berlin, il fallait cette opportunité pour ouvrir la porte au processus démocratique en Afrique. Et je salue d'ailleurs nos confrères de l'Est du Bénin qui ont fait un travail très, très efficace avec cette conférence nationale, et de même que certains pays. Il faut reconnaître qu'au Togo, si je me rappelle bien, la conférence nationale souveraine, je dis souverain parce que ça peut être une tautologie, mais tout ce qui est national doit normalement être souverain. Et donc ça a débuté le 24 juin 91, et en moins de 2 mois, ça n'a pas pu aboutir selon les règles qui étaient proscrites pour cette conférence. Vous n'êtes pas sans savoir que je pense que c'est M. Sambi, le ministre Komlavi, qui avait signé cet accord, qui devait quand même conduire le Togo à bon port avec la conférence nationale souveraine, et que le patriarche de la nation, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podro, a joué un rôle très, très important dans cette conférence nationale souveraine. Dire que nous avons connu des succès lors de cette conférence nationale souveraine, je pourrais d'emblée te dire, Moïse, que ça n'a pas été un succès. Toutefois, Monseigneur Podro a fait de son mieux pour que la conférence nationale réussisse, mais des âmes de mauvaise volonté ont empêché le déroulement ou bien le processus normal de la conférence nationale souveraine, ce qui a d'ailleurs conduit Monseigneur Philippe Fanoko Podro à créer rapidement le Haut Conseil de la République, qui est devenu un organe qui a pu quand même soutenir quelques acquis de la conférence nationale, en l'occurrence la nomination d'un Premier ministre. Et depuis dès lors, nous voilà encore dans les péripéties comme auparavant, rien n'a changé. Et si dans les détails, je vous en donnerai plus plutôt, je vais m'arrêter ici. Toutefois, je vous ai donné au moins une historique de la conférence nationale souveraine. Je vous remercie. Conférence nationale souveraine tenue au Togo il y a de cela 30 ans. On en parle dans cette émission Avis de la diaspora. Mesdames, Messieurs, nous recevons également M. Classioko Toglo. Le bilan que vous faites, le bilan positif ou négatif par rapport à la conférence nationale souveraine au Togo? D'abord, il faut reconnaître que la conférence nationale était arrivée à un moment où il faut qu'elle arrive. C'est-à-dire, nous étions dans un gouvernement ou bien dans une gouvernance dictatoriale, d'ailleurs dans laquelle nous sommes jusqu'à présent. Il va falloir une concertation des filles et fils de ce pays pour que les problèmes qui se trouvent dans la société trouvent des approches de solutions, pas nécessairement des solutions. Je dirais que la conférence nationale n'a pas été un échec, comme certains ont l'habitude toujours de le dire, puisque grâce à cette conférence nationale aujourd'hui, nous comprenons certaines choses, nous connaissons les combattants, nous avons même tendance à nous référer à certaines icônes de notre pays, le Togo. En passant, je voudrais humblement me prosterner devant la mémoire de Amorin.
que je respecte avec beaucoup de considération à cause de son intelligence. Même s'il a été bafoué, tué par les ministres de Eyadema Gnassingbé, il a dit que on peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer ses idées. Et je suis très convaincu de cette parole que j'utilise encore. Donc ça veut dire que la conférence nationale n'a pas été un échec. Certes, on n'a pas atteint le résultat escompté d'une manière, comme si on peut le dire de la façon administrative, 100%. Mais de toute façon, la conférence nationale a laissé des traces et a laissé des individus, des propos qui nous réconfortent aujourd'hui toujours contre la dictature féroce de Lomé II, incarnée par celui qui n'a pas voulu que la conférence réussisse, et à des Gnassingbé et à Guillaume Kodio. Et puis ensuite, aujourd'hui, par Faure Gnassingbé. Donc, si nous pouvons dire quelque chose sur la conférence nationale, aujourd'hui, je dirais que ça n'a pas été un échec, mais ça n'a pas été aussi ce que nous avons attendu, mais ça nous laisse aujourd'hui des traces pour continuer la lutte contre la dictature et ses manifestations. C'est ce que je peux dire en se référant à la question posée. Certaines personnes, d'aucuns disent que la conférence souveraine n'a pas réussi, d'autres ont dit que ça a réussi. Et ils donneront tous des motivations et surtout leurs arguments pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur ce sujet. La conférence nationale, d'après vous-même, quelle est votre conception de cette conférence nationale souveraine, Monsieur Benjaba? D'abord, tout juste une petite rectification au niveau de ce que vient de dire monsieur le panéliste Création, en disant que la conférence, le mauvais déroulement ou bien le fait que la conférence n'ait pas abouti soit attribué à son excellence le président légitime du Togo, Dr Agbeomé. Je voudrais ici qu'on soit vraiment très sincère avec l'opinion nationale surtout, que nous devons aujourd'hui apporter un savoir à tous ceux qui nous écoutent et surtout ceux qui sont nés après les années 90. Déjà dans les années 90, on était tous très matures d'ailleurs et qu'on avait tous suivi cette conférence. Donc, vis-à-vis de votre question, je pourrais vous dire que la conférence, comme il vient de le dire, la conférence n'a pas abouti aux fins auxquelles elle était prévue. Toutefois, je pourrais dire que il y avait certaines règles que nous devons quand même suivre et que et le front de l'opposition démocratique et le gouvernement avaient signé un accord. Avant, c'était le FOP, et après, c'est le code. Le code. Donc, c'est-à-dire la coalition de l'opposition démocratique qui avait signé un accord avec le gouvernement du feu Eyadema pour tailler des voies nécessaires pour le bon déroulement de cette conférence nationale dite souveraine. Et vis-à-vis des clauses qui étaient dans les accords, je pense que ça devrait normalement bien se tenir. Quand on voit aujourd'hui le cas du Bénin, ou bien le Bénin qui a ouvert cette conférence nationale en Afrique de l'Ouest, avec sous le patronage de Monseigneur de Souza, qui a fait un travail de fond, et que le patriarche de la nation togolais, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, qui a eu tous les conseils de la part de son grand frère Monseigneur de Souza. Il faut reconnaître qu'il y a des dessous de cette conférence. Et si je voudrais, par exemple, me mettre à en parler ici, peut-être pour mieux éclairer nos téléspectateurs et téléspectatrices,
ça pourra prendre du temps. Mais je pense que les soubassements avaient été très bien mis pour que cette conférence puisse aboutir. Toutefois, la raison pour laquelle ça n'a pas pu aboutir, c'est que la couche opposante, c'est-à-dire l'opposition togolaise, n'a pas pu profiter de cette aubaine. J'ai suivi de bout en bout cette conférence en 91, très bien, et je sais les tendances qu'il y avait dans cette salle ne donnaient pas assez de chance pour une transition pacifique. Des insultes, je me rappelle de Maître Okansé et autres. Donc, la conférence nationale a pris malheureusement fin, pas avec une bonne fin, c'est-à-dire ça n'a pas pu bien terminer. Pour la simple raison que nos compatriotes de l'opposition se sont précipités à aller vite en besogne, raison pour laquelle je venais de le dire, le patriarche de la nation, le président de cette conférence, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, a dû précipitamment créer le Haut Conseil de la République pour pouvoir au moins assortir de cette assise nationale un Premier ministre et d'autres conditions qui pouvaient quand même profiter la coalition de l'opposition démocratique pour qu'on puisse aboutir à une vraie démocratie. Mais aujourd'hui, hélas, les choses n'ont pas été telles que prévues. Non seulement au niveau du régime d'antan, c'est-à-dire le régime de Adema, mais aussi au niveau de l'opposition qui, à l'époque, se déchirait entre eux. Raison pour laquelle la conférence n'a pas quand même pu aboutir comme prévu. Je vous remercie. Pour d'autres également, il faut dire que d'autres disaient que c'était de l'épée dans l'eau. Qu'en dites-vous, monsieur Classio Kutoglo? Vous avez trouvé la bonne expression. La conférence nationale a été pipée dès son début par ceux qui dirigeaient le pays aux côtés du général Gnassingbé Eyadema. En réalité, la conférence nationale, tout ce qu'on faisait là-bas, merci que je suis aujourd'hui un fils de quelqu'un qui a participé. Si je ne suis pas un fils biologique, j'ai pu soutirer certains éléments de lui avant sa mort. Je salue la mémoire de Togwe Pelitois, qui était un élément ou bien une personnalité importante de cette conférence. Aux côtés d'Eden Kodjo, J-Chris, autres. Et bien sûr, encore, il y a des personnalités qui sont là aujourd'hui, à l'image de Jean Degli, que je respecte. La conférence nationale a été pipée dès le début. Les mauvaises augures, c'est-à-dire ces mauvais esprits qui disaient autre chose à Gnassingbé Eyadema et le faire miroiter de tout, pensant que le Togo va rester toujours dans la dictature, on fait capoter la conférence nationale. Si je parle de capoter, ça veut dire que nous ne sommes pas arrivés au résultat réellement escompté. C'est ce qui est arrivé. Imaginez, je me souviens encore de cette phrase, les gens quittaient à la maison pour aller à la conférence, au moment où certains étaient chargés de la sécurité des citoyens, on ne trouvait pas des chemins pour arriver à la conférence. On peut attribuer cela à quoi? Et si aujourd'hui nous comparons ces actes qui se posaient avec ce que Faure Gnassingbé est en train de faire aujourd'hui au Togo, en qualifiant d'une manière imaginaire les gens du djihadisme, il suffit seulement que tu portes ceci et tu portes l'habit qu'un musulman porte, on te qualifie de djihadiste, de terroriste par rapport à ce qui se faisait.
et ce qui se fait aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Il ne faudrait pas que nous nous trompons. Donc, l'échec, si on peut le dire, de la conférence nationale, comme certains veulent le dire, parce que nous n'avons pas atteint les résultats escomptés, cet échec doit être attribué au gouvernant de ce pouvoir dictatorial qui continue jusqu'à présent, dans lequel d'ailleurs Dr Agbeome était jusqu'en janvier 2020, avant de faire une sortie fantaisiste pour pouvoir tromper la vigilance des peuples que on veut maintenant la démocratie, alors que la dictature instaurée depuis la conférence nationale continuait jusqu'en janvier 2020. Il ne faudrait pas que nous nous trompons. On ne fait que changer les personnalités à des postes. Et ceux qui dirigeaient ou qui devenaient de plus en plus vieux devenaient des conseillers, des présidents dictatoriaux. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Alors, en tant qu'une nouvelle génération, nous devons comprendre que tant que nous appuyons les dictateurs à faire du mal à leur peuple, à une génération tout entière donnée, pour ne pas avoir ce que nous avons aujourd'hui dans la diaspora comme liberté, afin de réfléchir comme des hommes, nous ne pouvons jamais nous en sortir. Donc, je ne voudrais pas trop parler, je voudrais être précis aujourd'hui. La conférence nationale est perturbée par des gens qui étaient au pouvoir. N'est-ce pas également une occasion, n'était pas en fait la faute incombée également à l'opposition, puisque vous parlez du pouvoir, vous parlez également de l'opposition. À qui la faute pour ceux qui sont nés après les années 90 et qui recherchent les vraies informations? À qui la faute? Il n'y a aucune faute à incomber à l'opposition togolaise. Vous savez, c'est la même chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand on te brime, on te retire la parole, on te retire tous les droits pour ne pas te manifester même dans la rue, tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de manifester ton ras-le-bol. Et c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas une affaire d'insulte. Moi, les gens qualifiaient, ou bien si, je ne sais pas si c'est Kodjo qui l'a dit, que les gens insultaient, je viens de l'écouter tout à l'heure de la bouche du Premier ministre. Moi, j'ai suivi la conférence nationale du début jusqu'à la fin. Je ne trouve pas d'insulte. Je trouve l'expression de sentiments, des émotions. Vous voulez tuer quelqu'un, ou bien vous voulez ramasser toute une famille de quelqu'un, l'emprisonner, les gens disparaissent, et vous ne voulez pas qu'on dise cela. Et on peut le dire. Et puis ensuite, celui qui est en face, qui est le gouvernant, humblement et moralement, doit accepter et dire que, ok, ce sont des faits qui se sont passés dans un contexte bien précis. Et maintenant, comment nous allons faire pour changer le futur, pour que ces genres de choses ne se répètent plus? Mais empêcher la personne de dire, de s'exprimer, c'est de le tuer doublement. Et quand les gens sortent de cette conférence pour pouvoir venir nous dire que parce que la conférence nationale n'a pas réussi et qu'ils se sont projetés pour aller créer, d'ailleurs je rappelle, Monseigneur Kodjo n'a pas créé le Haut Conseil de la République. La conférence nationale a créé le Haut Conseil de la République sur la proposition des gens. Et je connais bien les gens qui ont fait cette proposition. Et on revient aujourd'hui pour nous dire que parce que les gens ont insulté des gens que la conférence n'a pas réussi, cela relève d'une incompétence notoire de ceux qui reviennent pour pouvoir inculquer cette mentalité à nous, à la génération présente. Je m'arrête là-bas.
La conférence souveraine au Togo, au cours de cette conférence, ils avaient pris des décisions. Ces décisions sont-elles devenues pieuses? Ces décisions sont-elles devenues aujourd'hui des décisions qui ne sont pas aussi concrètes, qui ne sont pas réalisées? Monsieur Benjaba. Merci Moïse. Avant toute chose, je voudrais quand même faire savoir à Monsieur Classieux que j'ai suivi de bout en bout le processus ou bien le déroulement de cette conférence nationale souveraine. Donc, au fait, le but de cette conférence, c'est de sortir de l'impasse des cicatrices sur le plan social, surtout au Togo. Et le but était destiné à recoller les morceaux et ramener la paix sociale. Parce que sans cette paix sociale, il y aura une entrave réelle à la liberté d'expression surtout. Et qu'il y avait un certain moment, déjà dans les années 90, et début 91, il y avait une psychose de la peur justifiée ou non justifiée au sein des peuples du Togo du sud au nord. Et donc, cette conférence nationale souveraine avait pour but de ramener toutes les sensibilités politiques, sociales et religieuses à œuvrer pour développer un Togo, c'est-à-dire un Togo meilleur. Donc, je voudrais vous dire que je n'ai même pas manqué une seule minute de cette conférence nationale souveraine jusqu'au jour où il y avait eu une coupure d'électricité dans cette salle de conférence. Et que aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation d'apporter non seulement la leçon aux générations qui nous ont suivis, c'est-à-dire les générations d'après 90, mais aussi à ceux qui se sentent aussi perdus dans la politique togolaise. Si je dis que Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo a été l'auteur de la création du Haut Conseil de la République, et ce même Haut Conseil de la République a été présidé par Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, c'est parce que j'ai suivi le processus. Il a dit qu'il a eu un papa adoptif qui était dans la conférence. J'ai des cousins qui étaient ministres sous Yadema à l'époque et des cousins qui étaient dans la salle Fazao. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé avec le Haut Conseil de la République et la nomination d'un premier ministre en la personne de Joseph Kokou Kofigo, jusqu'à l'attaque de la primature le 3 décembre 91. C'est pour vous dire que je connais très bien l'histoire de la conférence nationale togolaise, cette conférence dite souveraine, et que nous sommes ici aujourd'hui pour quand même donner une historique digne de ce nom à toutes les nouvelles générations, c'est-à-dire ces générations d'après 90. Donc voilà le but. Donc nous devons quand même pouvoir apporter quelque chose à cette génération. Cette conférence a réussi au Bénin, ça n'a pas réussi ailleurs au Togo. Et donc il y a une raison, l'opposition était l'auteur principal de ce manquement à cette opportunité. Je me rappelle, si vous vous rappelez très bien, les derniers moments de cette conférence devenaient très caducs. Parce que dans la salle, si je me rappelle bien, il y avait des gens qui avaient apporté une lettre à Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo dans laquelle il y avait eu un sabotage. Je vous le dis, parce que dans cette lettre,
il n'était écrit que des éléments des forces armées togolaises sous le général Iadema planifiaient rentrer dans la salle de conférence pour tuer les gens. Et cette lettre, je ne sais pas qui l'a écrite, qui n'a pas écrit cette lettre. Toutefois, cette lettre qui a été écrite était l'une des raisons pour laquelle la conférence n'a pas pu avoir lieu. Parce que Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo tentait de toutes ses capacités à finir de façon honnête et pure et limpide cette conférence. Mais vu cette lettre qui disait que les éléments des forces armées togolaises planifiaient à rentrer dans la salle de conférence pour mater les opposants, et je me rappelle bien que Maître Okanse à l'époque était venu au micro pour dire que c'est confirmé cette information et que Monseigneur Kodjo avait appelé le général Iadema à l'époque pour lui demander à propos de cette lettre écrite dans laquelle il était dit que les forces armées planifiaient rentrer dans la salle pour brutaliser les opposants. Monsieur Ben Djagba, donc, tout à l'heure vous parliez également, je ne vous coupe pas, vous allez revenir là-dessus. Tout à l'heure vous parlez du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre Kofigo, et vous avez également l'ambition de devenir un Premier ministre au Togo. Et dites-moi, si vous étiez à la place de l'ancien Premier ministre Kofigo, qu'auriez-vous fait? Je pense que sa position découlait immédiatement d'une conférence souveraine, parce qu'avant ça, il y avait un référendum pour la nomination d'un poste de Premier ministre, et ce référendum était approuvé à 98%. Du coup, ça donnait la légitimité à cet ex-premier ministre, Joseph Kofigo, pour résister. J'avais au moins 2 cousins directs à moi qui étaient à la primature avec Joseph Kofigo. Et je peux citer leur nom ici. Ils m'ont dit exactement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'était passé? Cargaisons de militaires étaient déversées à la primature. Mais quand ils venaient, on les tuait. C'est dans ça, Toi, je pense, est mort. Et donc, il y avait déjà une opportunité pour Kofigo de pouvoir résister. Toutefois, de mauvais gré, il est sorti et il a dit qu'il ne peut pas voir des gens mourir comme ça, tomber comme ça. Il est sorti et directement la maison d'eux. C'est un éveil comme moi et il y a des choses qui ne devraient pas être faites. À sa place, qu'auriez-vous fait? Cette erreur, je vais résister parce qu'il pouvait d'ailleurs téléphoner le président de la République pour lui dire non, que sa position découlait d'un référendum qui a été approuvé par le peuple, à 98% par le peuple togolais. Du coup, il pouvait téléphoner et Iadema pour lui dire non, je vais résister, il faut que tu arrêtes d'envoyer des militaires. Mais malheureusement, il est sorti pour une raison ou une autre et il est devenu aujourd'hui un sous-préfet. Il était devenu le sous-préfet de Iadema, vendu. Vous voyez? Donc, en tant que un amoureux ou bien quelqu'un qui a de l'amour pour son peuple, il devrait normalement résister. Je vous remercie. Alors, Monsieur Klassikou Toglo, êtes-vous de même avis que Monsieur Ben Djagba? Non, tout à fait. Vous savez, les gens se mélangent les pédales. Quand quelqu'un qui est aujourd'hui Premier ministre de Dr Aguilar dit que Kofigo est devenu le sous-préfet de Iadema alors que Aguilar est le ministre qui nommait les sous-préfets, ça pose problème de compréhension. Mes chers compatriotes, nous sommes à l'heure d'écrire notre histoire. Quand des gens sont devant nous et disent qu'ils ont des cousins qui sont des ministres sous Iadema, même au moment de la conférence nationale. Et plus tard, ces mêmes ministres ou bien ces mêmes cousins se transportent encore au niveau de Kofigo.
à la primature et qui disent des choses qui ne sont pas réelles, intellectuellement, nous pouvons situer qu'il y a des problèmes. Alors, je dis, je répète, je signe que la conférence nationale, le déroulement de la conférence nationale jusqu'au post-conférence nationale a été perturbé par les ministres des ADEMA. Je persiste et je signe. Bon, dire que Kofigo était sorti, je ne savais pas ce qui s'est passé en ce moment, ou bien ce qui l'a poussé à sortir. Il a compté sur une puissance ou pas. Tout ce que je sais et que je continue par savoir aujourd'hui, le rapport de force n'existait pas. Et c'est ce qui nous amène toujours dans ce tourbillon politique que les gens interprètent de part et d'autre. Si effectivement Kofigo a la certitude qu'il peut tenir, peut-être il résisterait. Mais la menace, comment on peut faire sortir un Premier ministre d'une conférence nationale qu'on qualifie même de souveraine et accepté par les gouverneurs qui sont en place en ce moment, envoie des cargaisons pour pouvoir aller détruire la primature. Il y a une mauvaise foi, comme l'a répélé, comme l'a dit bien sûr Jean Degli, il y a une mauvaise foi du général Gnassingbé Eyadema et ses copains, ses ministres qui l'entourent en ce moment. C'est de faire en telle sorte que la peur règne, la terreur prenne le terrain, l'intimidation génère pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle une résistance contre la dictature. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Quand on autorise une manifestation publique, une manifestation de l'opposition, et qu'il y a des gens qui entourent Fort Gnassingbé, envoient des milices sur le terrain, comme on l'envoyait d'ailleurs au moment de la conférence nationale, comme Agbeome le sait, c'est bien ce que je suis en train de dire, on ne change rien. C'est-à-dire qu'on joue la comédie avec le peuple et les acteurs. Et c'est ce que nous devons arrêter aujourd'hui en apprenant de tout ce qui s'était passé. Vous savez, permettez-moi de le dire, au moins Kofigo arrivé à un moment est sorti du lot. Mais les gens sont conseillés jusqu'en février 2020. Comment nous pouvons expliquer cela intellectuellement, objectivement? Cela veut dire qu'il y a un problème. On nous trompe. Nous, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, nous devons voir la lumière, l'objectivité, poursuivre ce que nous cherchons pour notre pays et puis ensuite réconcilier le pays. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Monsieur Classio, voilà la place des délégués qui avaient représenté le Togo en ce moment dans la salle Fazao du 2 février. Qu'auriez-vous fait à la place de ces délégués-là? Les délégués qui étaient présents étaient convoqués pour un objectif bien précis. J'ai vu Amourin qui faisait un discours qui interprète intégralement ce que le peuple vit ou vivait. J'ai vu les gens d'Aiglé qui ont exprimé l'expression du peuple. J'ai vu des délégués comme Okansé, comme d'autres, J.Christ Olympio et Denkodjo, qui ont interprété réellement cette terreur qui existait. Doit-on les empêcher de ne pas exprimer ce qui se passait? Non, je ne pense pas. Et ce n'est pas ça qui est l'anicroche à la réussite totale de la conférence nationale. Je serai aujourd'hui le délégué où on me convoque aujourd'hui pour une conférence nationale au Togo. Je dirais encore à Fort Gnassingbé que vous aviez brimé les Togolais. Vous aviez tué les Togolais. Vous étiez arrivé au pouvoir dans la rivière du sang des Togolais
et c'est le moment de réconcilier les Togolais. Je le En ce dirais même moment, il y avait clairement. également des personnes qui avaient eu le courage pour le dire au feu président Nyasigbe Eyadema. C'est ça, c'est ce qui s'est passé à la conférence nationale. Mais Ce quels n'est pas ont été les effets? insultes. Les effets, c'est que les ministres qui entouraient Eyadema et qui cherchaient à ancrer la dictature jusqu'à transmettre cette dictature à son fils Eyadema ont joué leur rôle. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui encore. Je m'arrête là-bas. Alors, M. Ben Djagba, dites-moi, vous parlez à l'instant donc du ministre, Premier ministre Kokou Kofigo. Aujourd'hui, vous avez l'ambition également de devenir Premier ministre au Togo. On a vu également Dr Agbeome Kodjo faire des activités au cours de la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cette conférence nationale souveraine qui ont eu lieu au Togo en 1991 et qui ont eu aujourd'hui des répercussions sur la vie politique et l'avenir politique du Togo?